Notre invité au cœur de l'info est Gérard Davet, journaliste d'investigation au journal Le Monde, qui met en lumière depuis plusieurs décennies maintenant avec Fabrice Lhomme les arcanes du pouvoir. 5 ans après le début de la crise sanitaire qui a figé le monde, nous nous demandons ce soir si des victimes auraient pu être évitées en France. La Cour de justice de la République s'est penchée sur la responsabilité de l'État, de ses ministres, puisque le président bénéficie, lui, de l'immunité. Une enquête colossale qui est à présent terminée et qui aurait dû rester discrète, mais c'était sans compter sur l'obstination de Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Les juges et l'assassin, c'est le titre de votre ouvrage, un livre qui est là aussi pour replacer les victimes au centre. Gérard Davet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre, cette enquête et plus précisément cet angle-là, la responsabilité au sommet de l'État? Parce qu'en 2020, avec Fabrice Lhomme, pour Le Monde, on avait écrit une série d'articles relatant déjà à l'époque le problème des masques. Tout le monde cherchait des masques en mai 2020 et on a expliqué dans les colonnes du Monde pourquoi il n'y en avait plus. Simplement, il nous manquait des éléments très concrets, très précis, des documents, des échanges de mails, ce genre de choses qu'on peut retrouver dans les enquêtes judiciaires. Et en fait, au fil du temps, on a fini par trouver des sources qui nous ont permis d'avoir accès à cette colossale enquête. Et ensuite, on a rencontré des victimes. Et ça, c'était important pour nous. Il y a 170 000 morts en France du Covid depuis 5 ans. D'ailleurs, le premier mort, c'était le 14 février, donc c'est très récemment. Et donc, ces victimes, ces familles de victimes que nous avons rencontrées plus précisément, nous ont beaucoup touchés, beaucoup émus avec Fabrice. Et on s'est dit, on leur devait éventuellement, si on le pouvait, de raconter ce qui s'est vraiment passé. Ce sont elles, effectivement, qui ont déclenché cette enquête. L'une des personnes qui en est à l'origine a perdu son père du Covid. Et elle vous dit, c'est le devoir d'une société que de s'interroger sur ce qui a été fait pour faire mieux encore. Je suis en colère. Les morts ont été réduits à des chiffres. C'est vrai que cette enquête, je le disais, replace les victimes au cœur, les familles au centre. Personne au sommet de l'État n'a envie d'être associé, évidemment, à ces familles qui ont été brisées par la mort de leurs proches. Oui, on se souvient que Gabriel Attal, comme d'autres à l'époque, avait dit qu'il faudrait un moment d'hommage. Un moment d'hommage pour les soignants, mais un moment d'hommage pour les victimes. Et il n'y a jamais eu ce moment d'hommage. Pire, je crois me souvenir qu'Emmanuel Macron avait traité les familles de victimes qui avaient déposé plainte d'irresponsables. Et donc elles se sont écartées, flouées. Par ailleurs, effectivement, personne au sein du pouvoir français, mais je crois que c'est valable aussi pour tous les pays du monde, n'a très envie de revenir sur ce qui s'est passé, parce que personne n'a été exemplaire, tout simplement. Donc l'objectif, c'est plutôt pour le pouvoir en règle générale de mettre la poussière sous le tapis. Nous, on a décidé de soulever le tapis, de regarder cette poussière, de l'examiner et de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Et grâce à cette source, ces personnes qui ont accepté de vous donner des éléments, c'est ce qui vous a permis d'obtenir ce livre. Vous avez accédé à cette enquête colossale. Vous parlez, cette enquête se concentre sur les premiers mois de la pandémie. C'est là que tout se joue, en somme. Oui, il y a eu donc le premier mort le 14 février en France. Ensuite, on en compte environ 32 début mars. Et on se retrouve en juillet 2020, donc 3-4 mois plus tard, avec 32 000 morts. Donc 32 000 morts en l'espace de 6 mois. C'est là que tout se joue. C'est énorme. Ça fait environ 280 morts par jour. C'est énorme. Pour un pays qui était considéré comme étant exemplaire en matière de santé publique en 2005, 2006 et même en 2008 sous Roselyne Bachelot 2009. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait, quoi? En 10 ans, on a baissé la garde drastiquement, et ensuite on n'a pas tenu compte, et c'est ça la principale révélation quand même de ce livre qui fourmille de révélations, on n'a pas tenu compte de au moins 51 alertes qui avaient été lancées en peu de temps au pouvoir exécutif pour prendre des mesures par rapport à une pandémie qui devait survenir. C'était obligatoire qu'elle survienne. Mais pourquoi est-ce que ces alertes n'ont pas été entendues? Vous l'expliquez, il y avait des enjeux politiques à ce moment-là. On sortait de la crise des gilets jaunes, il y avait les municipales, il y avait la retraite. C'est vrai que tout cela semblait beaucoup plus important que ce truc inconnu qui était en train de C'est exactement d'émerger. ça. Nous avions une ministre de la Santé démissionnaire pour aller conquérir la chimère parisienne qui a alerté, il faut bien lui reconnaître ce talent-là, elle a alerté Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui était Premier ministre à l'époque. Les deux avaient d'autres préoccupations. On a retrouvé évidemment les extraits des conseils des ministres qui étaient vraiment retranscrits à la main par certains ministres. Ça a été saisi par les juges, donc on a pu y avoir accès. On voit bien que les obsessions de Macron et de Philippe à l'époque, c'est uniquement ne plus vivre les gilets jaunes, c'est
la réforme des retraites, essentielle, c'est éventuellement lutter contre un islam qu'ils estiment trop agressif, mais c'est vraiment pas cette pandémie qui fait des morts par centaines d'ores et déjà en Chine. Vous livrez effectivement les SMS, et c'est vrai que c'est du coup absolument accablant. Le 24 janvier, Agnès Buzyn, donc, elle comprend dès le début la gravité de la situation. En tant que médecin, elle perçoit ce qui est en train de se jouer. Elle écrit Emmanuel Macron: l'OMS a, à mon avis, pris la mauvaise décision vendredi de ne pas déclencher une alerte mondiale. Elle se désespère, dites-vous, de prêcher dans le désert, de ne pas être entendue par ses collègues du gouvernement et encore moins par le duo à la tête de l'État. Le 13 février, donc là, il y a 5 ans, elle écrit à Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque: nous partons sur une crise d'ampleur et très longue, plusieurs mois. Il va me falloir des renforts au ministère. Et là, vous venez de l'évoquer, 4 jours après, elle part pour cette campagne, pour cette municipale. Comment est-ce qu'elle l'explique? Est-ce qu'elle l'a expliqué d'ailleurs devant les juges? Elle a refusé de s'étendre sur certains aspects. Elle a été entendue pourtant à plus d'une vingtaine de reprises. Mais jamais, dans ces procès-verbaux qu'elle nous avait eu accès d'audition, elle ne fait preuve de la moindre empathie ou même du moindre recul sur elle-même en disant « je n'aurais jamais dû quitter le gouvernement ». Objectivement, on pense et on croit savoir que humainement, elle sait qu'elle n'aurait pas dû partir pour Paris, conquérir Paris et rester à la tête de son ministère. Cela étant, le problème n'est pas uniquement elle, c'est que à cette époque-là, elle quitte son ministère. Et donc, il faut nommer un remplaçant. À l'Élysée, il n'y a pas de conseiller santé. Santé publique France n'a pas un centime en poche. Il n'y a plus de masques, il n'y a pas de tests, il n'y a pas de détecteur de température pour les hôpitaux, pour les aéroports. On est vraiment dans une période de disette grave alors que la pandémie surgit. Et ça, c'est sa responsabilité aussi, parce que pendant 3 ans, elle ne s'est pas préoccupée de restructurer les stocks. Il faudra 1 mois pour que Édouard Philippe, le Premier ministre, se demande enfin si le stock des masques était suffisant. Ça, en revanche, le ministère de la Santé s'en est inquiété assez rapidement. Assez rapidement, ils ont les chiffres. Ils savent que ça va être la catastrophe. Les juges ont entendu, notamment, vraiment, ils ont entendu énormément de monde. C'est pour ça qu'on parle d'une enquête vertigineuse. Plus d'1 million de pages, ouais. Oui, c'est ça. Vous avez, je sais pas si vous êtes réparti le travail, si vous avez réussi à tout lire, mais c'est vrai que ça a été une enquête fastidieuse. Un virologue déclare à propos du 24 janvier 2020, le signe déterminant, c'est le 20, quand la transmission interhumaine est démontrée. Le 24, la Chine déclare qu'il y a moins de 1000 cas. Il décide en même temps de construire 2 hôpitaux de 1000 et 1500 lits. Je comprends alors que la situation est vraiment catastrophique. Pour moi, le 24 janvier est la date clé. Les autorités scientifiques disposaient de tous les éléments pour prendre conscience de la gravité de la situation et que ça allait donner lieu à une pandémie. Cette crise, c'est une suite d'impréparation, comprend-on en lisant tout cela. D'impréparation, d'intérêts divergents, de dégâts humains aussi, parce qu'il y a par exemple, Agnès Buzyn va vraiment devenir une sorte de bouc émissaire. C'est aussi le fait qu'il y avait des structures qui s'empilaient les unes sur les autres. Donc l'administration française a essayé de faire de son mieux, mais objectivement, il y avait des structures qui devenaient complètement parasiter l'autre structure. Ensuite, il y avait aussi des incompétences à certains postes, il faut bien le dire. Enfin, il y avait des problèmes de budget. Donc tout ceci mélangé, plus le fait que objectivement il n'y avait plus aucun stock de matériel, ça ne pouvait que déboucher sur une catastrophe sanitaire. Alors après, la France a essayé de compenser, il faut bien le dire. Pendant 6 mois, on a été vraiment en dessous de tout, mais ensuite, on a réussi à se débrouiller avec le fameux système D à la française. Mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Allez dire ça aux victimes, aux milliers de victimes. Emmanuel Macron, le 25 février, décide de maintenir à ce stade les élections municipales. Et pourtant, au même moment, il y a ce décalage grandissant entre la perception des professionnels de la santé et les pouvoirs publics. Il y a le président du Conseil de l'Ordre national des médecins qui dit: tous ont fait part aux juges de leur colère, voire de leur dégoût scandalisé d'avoir été envoyés à l'abattoir faute d'équipement. Il a cette phrase: pensez, dit-il, que c'était Leroy Merlin ou les mairies qui fournissaient des masques FFP2, alors que cela incombait à l'État. Ce n'était pas normal, mais il y avait ces municipales. On vote au premier tour le 15 mars, le 17 mars. Tout le monde est confiné. Exactement. On avait retrouvé avec Fabrice Lhomme, on a retrouvé les extraits de Conseil des ministres dans lesquels il est très précisément dit par Emmanuel Macron, mais aussi Édouard Philippe: on ne touche pas aux municipales. Il faut les maintenir à tout prix. Pourquoi? Parce que le parti présidentiel était vraiment en mal de municipalités et d'électeurs, et il fallait absolument reconquérir certaines cités. Moyennant quoi, ils n'ont pas réussi. Et par ailleurs, ils ont créé nombre de contaminés, parce que c'est démontré scientifiquement. Non pas qu'il y ait eu plus de morts, parce que ça
personne ne peut le dire concrètement et clairement, vraiment pas. Mais en revanche, il est démontré qu'il y a eu beaucoup de contamination à l'occasion de ces municipales. Et donc, très clairement, aujourd'hui, ils sont très nombreux à le dire dans le dossier d'instruction, et on le relate dans le livre, il ne fallait pas maintenir ces élections municipales, alors même que l'Italie et l'Espagne se confinaient. C'était juste un non-sens absolu. Ça nous parle de l'incapacité d'anticiper une menace improbable. C'est vrai que c'est pas évident pour des pouvoirs publics. C'est pas évident, sauf que quand on a été prévenu, ça a été le cas, 51 rapports, je le rappelle, qui sont arrivés aux mains du pouvoir, qui n'a pas lu ces rapports, hein, on le découvre dans le dossier judiciaire, ils n'ont pas lu ces rapports, et puis par ailleurs, ils étaient conseillés par des gens qui, eux, savaient et qui leur disaient, et ils ne les écoutaient pas. Donc, objectivement, maintenant, ils se replient derrière l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en disant, l'OMS nous a pas dit qu'il fallait confiner, l'OMS nous a pas dit qu'il fallait mettre des masques. En vérité, ils étaient prévenus. Et par ailleurs, votre livre parle aussi des mensonges, des politiques. Je pense aux porte-parole, je pense aux premiers ministres qui ont été capables, face caméra, sur des plateaux télé, de dire non, mais ça sert à rien de mettre des masques. Alors que dès le début, je n'ai pas la citation, mais dès le début, ils savaient que le masque était utile pour éviter la propagation du virus. C'est ce que l'on prouve dans ce livre. On prouve concrètement et clairement que le pouvoir exécutif était mis au courant très rapidement qu'il n'y avait plus de masques. On en avait 2 milliards en 2010. On se retrouve avec 65 millions, dont une bonne partie sont périmés. Alors qu'il en faut plus d'1 milliard. Alors qu'il en faut 1 milliard pour la population. C'est le ratio qui est établi par les scientifiques. Donc ils le savaient. Et c'est même noir sur blanc, puisqu'il y a des documents qui l'attestent. On les reproduit dans le livre. Et par ailleurs, on reproduit aussi des échanges de SMS et de mails qui montrent très clairement que le pouvoir savait. Mais que pouvait-il dire? La vérité, ça aurait été bien, effectivement. Mais non. Ils vont dire tout simplement, on ne sait pas se servir de masque. Peut-être que ce n'est pas si utile. D'ailleurs, l'OMS ne le recommande pas. Mais c'était évidemment se réfugier derrière l'OMS, qui était un paravent bien commode. En vérité, ils savaient qu'il fallait mettre des masques, mais il n'y en avait plus. Une question essentielle que vous posez est celle-ci. Un ministre, quand il prend une décision politique, doit-il redouter d'en payer le prix plus tard sur le plan pénal? Eh bien non, moi ma réponse est non, mais je suis journaliste, je ne suis pas homme politique. Simplement je considère, et je ne suis pas le seul, parce qu'on cite aussi Robert Badinter qui le dit très clairement, c'est que un ministre est un citoyen aussi, comme les autres, même s'il a des activités évidemment différentes, et qu'on doit rendre des comptes de ce qu'on fait à quelque niveau que ce soit. C'est normal, c'est logique, et même c'est le signe d'une démocratie mature. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait pu faire ce livre, le fait que les juges aient pu enquêter, malgré de gros problèmes posés par l'exécutif, hein, il y a eu beaucoup de barrières sur leur chemin, eh bien, c'est le signe d'une démocratie mature. Parlons-en. Il y a une personne évidemment centrale qui n'a pas été auditionnée puisqu'il bénéficie de l'impunité, de l'immunité, pardonnez-moi, le lapsus est intéressant, c'est Emmanuel Macron, intouchable donc pour la CJR de fait de son statut présidentiel. Pour autant, cette procédure l'a beaucoup inquiété, inquiet aussi à l'idée d'être mis sous écoute. C'est vrai que son comportement a beaucoup dérouté pendant cette crise. Oui, alors c'est pas nous qui le disons, c'est un autre ancien ministre, Jean-Michel Blanquer, qui l'a écrit dans un livre récent, qui disait reçu à ce sujet, qui disait justement que Emmanuel Macron a découvert sa toute-puissance présidentielle à l'occasion de ce Covid, où personne ne venait contester ses décisions. Et donc oui, c'est vrai. Donc c'est lui qui a décidé du confinement, c'est lui tardif. C'est lui qui a décidé aussi de tenir des conseils de défense parce que dans ces conseils de défense, eh bien, il n'y avait personne qui pouvait le contester et surtout aucun écrit qui pouvait attester de ce qu'il disait. C'est lui aussi qui a été voir le professeur Didier Raoult, déjà extrêmement contesté parce qu'il se disait tiens, et si on allait voir ce monsieur aux longs cheveux parce qu'il a l'air d'être intéressant malgré tout, et ce faisant, il l'a crédibilisé. Donc Emmanuel Macron, il a commis des erreurs, bien évidemment, et simplement, comme d'habitude, il a beaucoup de mal à ça, il ne les a pas reconnus. Il a mis longtemps à les reconnaître, in petto, mais jamais il ne l'a dit publiquement. J'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur, j'ai perdu du temps à tel moment, etc. Non, et d'ailleurs, il n'a pas rendu hommage aux victimes. Et donc, les gens lui en veulent. Venons-en à la photo que vous avez choisie, celle de Richard Ferrand. On va le voir justement avec Emmanuel Macron. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette photo. Et justement, il est mis en cause. Tous deux, ils nous parlent du problème de la séparation des pouvoirs, puisqu'il y a eu pression apparemment auprès des juges. Des dépositions ont été modifiées et ça a été avéré par l'enquête. Oui, je vais vous expliquer ça en quelques mots que j'espère simples. Richard Ferrand était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Et président de l'Assemblée nationale, les juges ont voulu l'interroger. Il n'a pas voulu, il n'a pas souhaité.
Il leur a fait une lettre pour dire « Je ne souhaite pas prêter mon concours à votre enquête, ce qui est déjà en soi contestable. » Simplement, cette lettre, il l'a fait relire à l'Élysée. Ça, on trouve les traces et on le publie dans le livre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale, donc élu, fait relire un de ses courriers par l'exécutif, c'est-à-dire donc Emmanuel Macron, et ensuite il l'envoie au juge. En termes de séparation des pouvoirs, c'est gravissime. Et aujourd'hui, Poitnobé... Et c'est ce même personnage-là qui, c'est pour ça que j'ai voulu cette photo, va le 19 février ça passer devant la commission des lois pour devenir éventuellement président du Conseil constitutionnel, la Cour suprême française en quelque sorte. Et c'est quand même problématique à notre sens, et on n'est pas les seuls à s'en émouvoir, parce que on voit bien, si on pense à ce qui se passe aujourd'hui aux USA, que la Cour suprême et les juges sont les derniers remparts en fait face à un pouvoir fort, trop puissant, trop autoritaire. Et en France, si on pouvait éventuellement nommer des spécialistes aux postes les plus importants, surtout quand il s'agit de postes juridiques et qui doivent juger de la Constitution, ce serait peut-être mieux que de nommer des amis du prince. Vous écrivez, ce n'est pas parce qu'une enquête judiciaire se conclut par un non-lieu qu'elle a échoué ou qu'elle a été inutile, mais aussi faut-il savoir tirer des leçons. Oui, je pense que cette enquête que nous avons menée avec Fabrice Lhomme et donc qui reflète l'enquête des juges de la CJR est essentielle. C'est pour ça qu'on a fait ce livre. Parce que si on n'avait pas fait ce livre, il faut bien comprendre que cette enquête aurait peut-être fini dans les coffres-forts de la République et qu'on n'aurait jamais su ce que les juges avaient trouvé. Elle est passée sous les radars d'ailleurs, des médias notamment. C'est logique quelque part. C'est une enquête qui est vouée à rester confidentielle puisque c'est le secret de l'instruction et que c'est 3 juges qui l'amènent et qu'elle n'est pas terminée. Nous, on a le droit en tant que juge, en tant que journaliste, autre lapsus, en tant que journaliste, on a parfaitement le droit d'avoir accès aux documents et de les raconter. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire parce que cette enquête, si elle se termine par un non-lieu, et c'est possible, un non-lieu général, eh bien, elle disparaît tout simplement et elle est conservée dans les coffres-forts de la justice. Or, pour nous, il était vraiment essentiel que l'on sache tout simplement ce qui s'est passé pour pouvoir mieux faire à l'avenir, parce qu'il y a un avenir et qu'il y aura une prochaine pandémie. Cette enquête est donc terminée. Vous avez, j'imagine, vu les familles des victimes à l'issue de ces conclusions auxquelles vous n'auriez pas dû avoir accès. Comment se sentaient-elles? On reçoit, depuis la publication de ce livre, depuis 3 semaines, ce livre qui rencontre un beau succès en librairie, on reçoit beaucoup de mails, de SMS, de coups de téléphone, de familles de victimes et même de médecins et de soignants qui nous disent, ils nous disent merci, mais ça, c'est accessoire, même si c'est essentiel à nos yeux. C'est surtout qu'ils nous disent, on s'est senti maltraité, peu traité, ignoré, voire méprisé. Et le fait que vous racontiez ce qui s'est passé, ça nous fait mal au cœur parce qu'on a perdu les êtres chers, mais en même temps, quelque part, ça leur rend hommage aussi. Donc, on se sent un peu utile quand on fait ce genre de travail. Et puis, ils voient que les juges ont fait leur travail, et c'est ce que vous reconnaissez d'ailleurs avec ce livre. Hein. Oui. La justice a vraiment fait ce travail. Elle a fait son travail. C'est pas tout ça pour ça. Il fallait que cette enquête existe. Je vous remercie beaucoup, Gérard Davet. Merci vous avez coécrit ce livre avec Fabrice Lhomme, Les juges et l'assassin. Vous restez avec nous au cœur de l'info.